Les rayons du soleil couchant filtraient à travers les grandes baies vitrées de l'appartement, projetant une lueur dorée sur les eaux calmes de la Seine en contrebas. Paris s'étendait comme un tableau vivant, avec ses ponts élégants et ses toits haussmanniens qui scintillaient sous la lumière automnale. Au cœur de ce décor idyllique, Émilie s'affairait dans la cuisine ouverte, ses mains expertes manipulant les ingrédients avec une précision presque artistique. À 42 ans, elle conservait une beauté sophistiquée, ses cheveux châtains relevés en un chignon négligé, ses yeux verts expressifs marqués par une fatigue subtile, et une silhouette élancée enveloppée dans une robe simple mais élégante. Elle était consultante en art, un métier qu'elle avait choisi par passion, évaluant des œuvres pour des galeries et des collectionneurs. Pourtant, ces derniers temps, son travail semblait relégué au second plan, éclipsé par les exigences de sa vie familiale. Le parfum riche du coq au vin mijotait sur la plaque, emplissant l'air d'arômes de vin rouge, d'herbes fraîches et de champignons. Émilie avait passé l'après-midi à le préparer, un geste d'affection pour Laurent, son mari depuis 20 ans. Elle se rappelait encore leur rencontre, lors d'une exposition à la Sorbonne, lui, charismatique et ambitieux, étudiant en finance, elle, une jeune artiste en herbe. Leur mariage avait été un tourbillon de romances, de voyages et de promesses d'un avenir partagé. Mais les années avaient creusé des sillons invisibles, transformant l'harmonie en une routine teintée de tension qu'elle n'osait pas nommer. Et la porte d'entrée claqua, annonçant l'arrivée de Laurent. Il entra d'un pas assuré, son costume sur mesure soulignant sa stature imposante, ses cheveux poivre et cils impeccablement coiffés. À 45 ans, il était un homme d'affaires accompli, dirigeant une firme d'investissement qui gérait des millions. Son téléphone à la main, il jetait des regards distraits autour de lui, comme si l'appartement qu'il avait choisi pour son prestige n'était qu'un décor secondaire. « Bonsoir, chérie », lança Émilie avec un sourire chaleureux, bien que teinté d'une hésitation qu'elle ne pouvait réprimer. Elle s'essuya les mains sur un torchon et s'approcha pour l'embrasser. « Comment s'est passée ta journée ? J'ai préparé ton plat préféré, le coq au vin. J'ai même trouvé ce vin de Bourgogne que tu aimes tant. » Laurent posa son attaché-caisse sur le comptoir en marbre et répondit sans lever les yeux de son écran. « Bien, bien. » Toujours ces négociations interminables avec les investisseurs. Ils sont voraces, ces types. Et toi, qu'as-tu fait aujourd'hui ? Toujours à t'occuper de la maison, comme d'habitude ? Ces mots la piquèrent, comme une aiguille discrète. Émilie baissa les yeux, sentant une chaleur monter à ses joues. J'ai eu une réunion au bureau ce matin. Mon projet pour la galerie avance, mais c'est fatigant. Il y a cette collection d'œuvres impressionnistes que je dois évaluer. Les enfants, venez à table. Le dîner est prêt. Antoine et Sophie, leurs 2 adolescents, étaient installés dans le salon adjacent, absorbés par leur téléphone. Antoine, 16 ans, avec ses cheveux en bataille et son air perpétuellement distrait, leva à peine la tête. « Maman, on peut manger plus tard ? J'ai un truc en ligne, un live avec des potes. » Sophie, 14 ans, au très fin hérité de sa mère, renchérit sans détacher ses yeux de l'écran. « Ouais, et papa, tu as promis de m'aider avec mon inscription à l'université. C'est pour l'année prochaine, mais il faut commencer tôt. » Laurent s'assit à la table, dépliant une serviette avec un geste impatient. « Émilie, tu vois ? Ils grandissent, et toi, tu restes figée dans le temps. Peut-être que tu devrais te concentrer plus sur la famille au lieu de tes petits projets. Ces évaluations d'art, c'est charmant, mais ça ne paie pas les factures comme mon travail. » Émilie sentit une pointe au cœur, comme si une fissure s'élargissait en elle. Elle servit les assiettes en silence, ses mains tremblant légèrement. Intérieurement, elle bouillonnait. Petit projet ? Son métier était sa passion, une échappatoire à la routine domestique. Mais Laurent contrôlait les finances familiales depuis des années, gérant les comptes communs avec une main de fer. Elle dépendait de lui pour les dépenses importantes, et chaque fois qu'elle évoquait un investissement dans sa carrière comme un voyage pour une foire d'art, il trouvait une excuse pour le reporter. « C'est pour le bien de la famille, disait-il toujours, avec ce sourire paternaliste qui la faisait se sentir petite, insignifiante. Pourtant, elle sourit pour masquer son malaise, comme elle l'avait appris au fil des ans. « Bien sûr, Laurent. Je fais de mon mieux. Parlez-moi de votre journée, les enfants. Antoine, comment s'est passé ton examen de maths ? » Antoine haussa les épaules, pianotant toujours sur son téléphone.
Bof, moyen. Mais papa m'a dit que si je veux entrer en école de commerce comme lui, il faut que je bosse plus. Sophie intervint, posant enfin son appareil. Moi, j'ai eu une bonne note en français. On a étudié Baudelaire, c'était génial. Maman, tu devrais me prêter tes livres sur la poésie symboliste. Émilie sentit une bouffée de fierté, mais Laurent coupa court. La poésie, c'est bien pour rêver, mais dans la vie réelle, il faut des compétences solides. Comme ce que je fais tous les jours, négocier, investir, bâtir un avenir. D'ailleurs, on a cette réunion familiale ce week-end chez mes parents. Pour discuter de l'héritage. Le mot « héritage » plana dans l'air comme une ombre. Les parents de Laurent, une famille aisée de la bourgeoisie parisienne, possédaient une fortune considérable, propriété en Provence, actions en bourse, et une collection d'art que Émilie avait elle-même aidé à valoriser au fil des ans. Le père de Laurent, un patriarche autoritaire, était malade depuis des mois, et la division des biens était imminente. Émilie se sentait exclue de ces discussions, comme si elle n'était qu'une pièce rapportée, pas une véritable membre de la famille. Laurent en parlait souvent avec ses frères et sœurs, mais jamais en détail avec elle. C'est une affaire de sang, avait-il dit un jour, en riant, mais ses yeux n'avaient pas ri. Ça va être important, continua Laurent en se servant une généreuse portion de coq au vin. Mes parents veulent s'assurer que tout est équitable. Les enfants en profiteront un jour. Émilie hocha la tête, forçant un sourire. Bien sûr. Je suis contente d'y aller. Peut-être que je pourrai discuter avec ta mère de sa collection de peintures. Elle m'a toujours appréciée pour ça. Laurent rit doucement, un rire qui sonnait faux à ses oreilles. Ma mère ? Elle t'apprécie, oui, mais ne complique pas les choses avec tes idées artistiques. C'est une réunion sérieuse, pas une expo. Les enfants rirent avec lui, et Émilie sentit une vague de solitude l'envahir. Elle mangea en silence, observant sa famille comme de l'extérieur. Antoine et Sophie, influencés par leur père, semblaient la voir comme une figure secondaire, la mère attentionnée, mais pas la femme ambitieuse qu'elle avait été. Ses pensées tourbillonnaient. Pourquoi ai-je l'impression que je ne fais jamais assez ? Que mes efforts sont invisibles ? Elle se rappelait les nuits où elle veillait tard pour terminer un rapport d'expertise, seulement pour que Laurent minimise son travail le lendemain. Tu es fatigué ? Repose-toi, je m'occupe de tout, disait-il, mais cela signifiait toujours qu'il prenait les décisions. Et la soirée se poursuivit avec des conversations superficielles, les notes des enfants, les derniers potins du bureau de Laurent, les plans pour les vacances. Mais sous la surface, Émilie ressentait une tension grandissante, comme un orage qui s'approche sans bruit. Les lumières de Paris scintillaient dehors, reflétant son tumulte intérieur. Elle se leva pour débarrasser, sentant le poids de 20 ans de compromis peser sur ses épaules. Dans la cuisine, seule un instant, elle posa une main sur le comptoir froid, fermant les yeux. « Est-ce que c'est ça, la vie que j'ai choisie ?» murmura-t-elle pour elle-même. Laurent l'appela du salon. « Émilie, apporte le dessert. » On attend. Elle obéit, mais au fond d'elle, une petite voix commençait à murmurer, une voix qu'elle avait étouffée trop longtemps. La normalité de cette soirée cachait des fissures profondes, et elle se demandait combien de temps encore elle pourrait les ignorer avant qu'elle ne la brise. Plus tard, une fois les enfants couchés, Laurent s'installa devant la télévision, happant sur des chaînes d'information économique. Émilie s'assit à ses côtés, tentant de renouer le contact. « Laurent, parlons un peu. De nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie conversation. » Il tourna la tête, surpris. « De quoi veux-tu parler ? Tout va bien, non ? Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que ma carrière n'a pas d'importance pour toi. Que je suis juste, la femme à la maison. » Il soupira, posant la télécommande. « Émilie, ne dramatise pas. Ton travail est bien, mais la famille passe en premier. Regarde-moi, je trime tous les jours pour nous offrir ça. » Il fit un geste vers l'appartement luxueux. « Et l'héritage va tout arranger. Fais-moi confiance. » Elle acquiesça, mais son cœur se serrait. Fais-lui confiance ? C'était ce qu'elle avait fait pendant des années, laissant filer ses rêves pour les siens. Cette nuit-là, allongée dans le lit king size, écoutant la respiration régulière de Laurent, elle fixa le plafond. Les lumières de la ville dansaient sur les murs,
comme des promesses non tenues. Elle pensa à la réunion à venir, à cette famille qui la tolérait mais ne l'acceptait pas pleinement. Une larme coula sur sa joue, silencieuse. La tension montait, invisible mais palpable, comme la Seine qui coulait inlassablement en bas, emportant avec elle les secrets de la ville. Le lendemain matin, Émilie se leva tôt, préparant le petit déjeuner comme à son habitude. Laurent partit au bureau avec un baiser distrait, les enfants filèrent au lycée. Seule dans l'appartement vide, elle s'assit à son bureau, entourée de catalogues d'art et de notes éparpillées. Elle ouvrit un dossier sur une nouvelle exposition, mais son esprit vagabondait. « Pourquoi me sens-je si piégée ?» se demanda-t-elle. Les souvenirs affluaient, les anniversaires oubliés, les compliments rares, les décisions prises sans elle. Laurent était charmant en public, mais en privé, son contrôle subtil la rongeait. Pourtant, elle se secoua. « C'est juste une phase », se dit-elle. Mais au fond, elle savait que c'était plus que ça. La réunion familiale approchait, et avec elle, peut-être, le début de quelque chose qu'elle n'osait imaginer. Paris bruissait dehors, indifférent à ses tourments, mais Émilie sentait que son monde était sur le point de basculer. Le soleil de midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses du petit atelier parisien où Émilie avait installé son bureau. Situé dans une ruelle étroite du Marais, cet espace était son sanctuaire, des piles de catalogues d'art entassés sur des étagères en bois ancien, des toiles inachevées accrochées aux murs blanchis à la chaux, et un bureau encombré de notes manuscrites et de photos d'œuvres impressionnistes. À 42 ans, Émilie se sentait vivante ici, loin des contraintes domestiques. Elle était penchée sur son ordinateur, évaluant une collection de peintures pour un client fortuné, un marchand d'art qui lui avait confié des pièces rares de Monet et Renoir. Ses doigts volaient sur le clavier, décrivant les nuances subtiles des couleurs, les textures qui racontaient des histoires oubliées. C'était son domaine, où elle n'était pas juste l'épouse de Laurent, mais une experte respectée. Soudain, son téléphone vibra sur le bureau, brisant le silence concentré. L'écran affichait « Laurent ». Elle hésita un instant, sentant une pointe d'appréhension qu'elle ne pouvait expliquer. Mais elle décrocha, forçant un ton joyeux. « Allô, chérie ? Tout va bien ?» La voix de Laurent résonna à l'autre bout, autoritaire et pressée, comme toujours quand il appelait du bureau. « Émilie, annule ton rendez-vous cet après-midi. J'ai besoin de toi pour signer des papiers pour la famille. C'est important pour l'héritage de mes parents. » Émilie sentit son estomac se nouer. Elle jeta un œil à son agenda, un client important l'attendait à 14 heures, un collectionneur venu de Londres pour discuter d'une acquisition majeure. C'était une opportunité rare, qui pourrait booster sa carrière stagnante. « Mais Laurent, j'ai un client important. C'est pour mon travail. Je ne peux pas tout annuler comme ça. » Il y eut un silence bref, puis un soupir exaspéré. « Ton travail ? C'est un hobby, Émilie. La famille passe en premier. Sois raisonnable. Ces papiers ne peuvent pas attendre. Rendez-vous au café près de la Tour Eiffel à 13 heures. Ne me fais pas attendre. » Le ton était sans appel, comme s'il donnait un ordre à une employée plutôt qu'à sa femme. Émilie sentit une chaleur monter à ses joues, un mélange de frustration et de résignation. Combien de fois avait-il fait ça ? Annuler ses plans pour les siens, minimiser ses ambitions pour glorifier les siennes ? Elle murmura un « d'accord » faible, et raccrocha, les mains tremblantes. Dans le miroir craquelé de l'atelier, elle se vit, les yeux cernés, l'expression défaite. « Pourquoi je cède toujours ?» pensa-t-elle, mais la réponse était enfouie dans 20 ans de mariage, où l'amour s'était mué en dépendance. Elle annula le rendez-vous avec des excuses polies, sentant une culpabilité la ronger. Le client parut déçu, et elle promit de reporter, mais au fond, elle savait que ces occasions ne se représentaient pas toujours. Enfilant son manteau, elle quitta l'atelier, marchant d'un pas lourd vers le métro. Paris défilait autour d'elle, les touristes agglutinés près de Notre-Dame, les vendeurs de crêpes embaumant l'air de sucre chaud, les vélos filant sur les pistes cyclables. Mais elle ne voyait rien, perdue dans ses pensées. Laurent avait changé, ou peut-être avait-il toujours été comme ça. Au début, son assurance l'avait séduite, maintenant, elle l'étouffait. Arrivée au café, un établissement chic avec vue sur la Tour Eiffel qui se dressait comme une sentinelle de fer contre le ciel bleu, elle trouva Laurent déjà installé à une table extérieure. Il sirotait un espresso,
son attaché-caisse ouvert devant lui, des documents étalés. Il leva les yeux à son approche, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Enfin, te voilà. Assieds-toi. J'ai commandé un café pour toi. » Émilie s'installa, sentant l'air frais du champ de Mars caresser sa peau. La tour Eiffel dominait le paysage, symbole de grandeur, mais elle se sentait minuscule. « Qu'est-ce que c'est, ces papiers ? Tu ne m'as rien expliqué au téléphone. » Laurent poussa une liasse de documents vers elle, sans préambule. « Signe ici. C'est pour protéger nos intérêts communs. Tes signatures rendront tout plus simple pour la division de l'héritage. » Elle prit les feuilles, les parcourant rapidement. Les mots dansaient sous ses yeux, renonciation partielle, transfert d'actifs, clause familiale. Son cœur accéléra. Ça parle de renonciation partielle ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas toi ou tes frères ? Laurent se pencha en avant, sa voix baissée comme s'il confiait un secret. Parce que tu es ma femme, et on fait ça ensemble. Les enfants en profiteront. Ne complique pas les choses, Émilie. Tu sais que mes parents sont traditionnalistes, ils veulent que tout reste dans le sang direct. Mais avec ça, on s'assure que Antoine et Sophie héritent sans problème. Ces mots sonnaient faux, comme une mélodie discordante. Émilie sentit une trahison naissante, un doute qui s'insinuait comme un poison lent. Pourquoi était-il si pressé ? Et pourquoi minimisait-il son rôle ? Elle avait contribué à la famille autant que lui, élevant les enfants, gérant la maison, tout en maintenant sa carrière. Mais Laurent la fixait avec ce regard manipulateur, celui qui l'utilisait pour la faire plier. « Fais-moi confiance » ajouta-t-il, posant sa main sur la sienne, un geste qui autrefois la réconfortait, mais qui maintenant la glaçait point intérieurement. Émilie bouillonnait. Une voix intérieure murmurait « Il me manipule, comme quand il a annulé mes vacances pour son travail l'année dernière. » Elle se rappelait cette fois où elle avait prévu un voyage à Florence pour une conférence d'art, il avait insisté pour qu'elle reste, prétextant une crise au bureau. Et elle avait cédé, comme toujours. Mais là, avec ses papiers, c'était différent. C'était concret, légal. Elle hésita, le stylo en main, sentant les regards des passants autour d'eux, des couples riant, des familles prenant des photos. Paris vibrait de vie, mais elle se sentait isolée. « Et si je refuse ?» osa-t-elle demander, sa voix tremblante. Laurent rit doucement, un rire condescendant. « Refuser ? Pourquoi faire ? Tu n'es pas avocate, Émilie. Laisse-moi gérer ça. C'est pour notre bien à tous. » Piquée au vif, elle signa, les traits serrés. Le stylo glissa sur le papier comme une sentence. Laurent reprit les documents avec un sourire victorieux, les rangeant dans son attaché-caisse. « Parfait. Merci, chérie. On rentrera ensemble ce soir ? » Elle hocha la tête mécaniquement, mais son esprit était ailleurs. Le café arriva, amer sur sa langue. Ils parlèrent de banalité le temps, les enfants, mais Émilie observait Laurent comme pour la première fois. Son téléphone vibra plusieurs fois, il jeta des regards furtifs à l'écran, un sourire en coin. Était-ce une collègue ? Elle avait vu des messages suspects auparavant, des « réunions tardives » qui sentaient le mensonge. Mais elle n'avait jamais osé confronter. Le soir venu, de retour à l'appartement surplombant la Seine, l'atmosphère était lourde. Les enfants étaient rentrés, Antoine jouait à un jeu vidéo dans sa chambre, Sophie révisait ses devoirs au salon. Laurent s'installa au dîner, distant, flirtant avec son téléphone sous la table. Émilie servit le repas, un simple risotto qu'elle avait préparé hâtivement, et tenta de engager la conversation. « Sophie, comment s'est passée ta journée à l'école ? » Sophie leva les yeux, distraite. « Bien. Mais maman, papa dit que tu es trop sensible avec l'argent de la famille. » Il a raison, non ? On devrait tous penser à l'héritage ensemble. Émilie se figea, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Laurent avait parlé aux enfants ? Les avait-il influencés contre elle ? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement ? Laurent intervint, posant son téléphone. Rien de grave. Juste que la famille doit être unie. Émilie, ne dramatise pas. Mais c'était trop. Après le dîner, Émilie se réfugia dans la salle de bain, fermant la porte à clé. L'eau chaude de la douche couvrit ses sanglots.
Elle pleura seule, les épaules secouées, sentant la trahison pour la première fois ouvertement. Laurent l'avait contrôlée, respectueusement, et maintenant, il semait le doute chez leurs enfants. Ses émotions bouillonnaient, peur de l'avenir, doute sur leur mariage, et une colère refoulée qui grandissait comme une tempête. Allongée dans le lit ce soir-là, écoutant Laurent ronfler paisiblement, Émilie fixa les lumières de Paris par la fenêtre. La Seine coulait en bas, sombre et impitoyable. Elle se sentait comme une marionnette dans son propre mariage, tirée par des ficelles invisibles. Mais au fond d'elle, une étincelle naissait, le premier signe qu'elle n'accepterait plus cela éternellement. La trahison avait commencé, subtile mais destructrice, et elle savait que ce n'était que le début. Le lendemain, elle reprit son travail à l'atelier, mais les documents signés hantaient ses pensées. Laurent appela pour vérifier si tout allait bien, sa voix mielleuse masquant le contrôle. Elle répondit oui, mais intérieurement, elle se jurait de surveiller. Les rues du Marais bruissaient de vie, artistes peignant en plein air, cafés bondés de conversations animées. Émilie marcha parmi eux, sentant un vent de changement. Paris, ville des révolutions, semblait lui murmurer que le sien approchait. Pourtant, la peur la retenait. Que ferait-elle sans lui? Les finances étaient entre ses mains, elle dépendait de son salaire pour maintenir son atelier. Mais les signes s'accumulaient, ses critiques constantes sur sa carrière, ses annulations arbitraires, ses flirts discrets. Ce soir-là, en rentrant, elle surprit un message sur son téléphone laissé ouvert. « Rendez-vous ce soir ? Bise, Clara. » Une collègue ? Son cœur se serra, mais elle se tut, craignant la confrontation qui briserait tout. Et la nuit tombée, seule dans la cuisine, Émilie versa un verre de vin, le regard perdu sur la tour Eiffel illuminée au loin. La trahison n'était plus un doute, c'était une réalité qui la rongeait. Et pour la première fois, elle se demanda si elle avait la force de résister. La grande maison de famille se dressait en banlieue parisienne, à Neuilly-sur-Seine, comme un bastion de la bourgeoisie aisée. Ses façades en pierre de taille, ornées de balcons en fer forgé et de jardins impeccables, exhalaient une opulence discrète, héritée de générations de fortunes accumulées dans l'immobilier et les affaires. Ce samedi après-midi, la réunion pour l'héritage avait transformé l'endroit en un théâtre de tensions feutrées. Émilie, assise dans la voiture aux côtés de Laurent, observait la demeure approcher avec un malaise croissant. Les arbres du parc bruissaient sous un ciel gris, annonçant une pluie imminente. Elle avait passé la matinée à se préparer, choisissant une robe bleu marine élégante, espérant se fondre dans le décor familial. Mais au fond d'elle, les événements récents, les papiers signés au café, les doutes sur la loyauté de Laurent laissaient un goût amer. Ils descendirent de la voiture, les enfants suivant derrière. Antoine, avec son air adolescent rebelle, traînait les pieds, tandis que Sophie ajustait ses écouteurs, indifférente au poids de l'occasion. La porte s'ouvrit sur les beaux-parents de Laurent, le père, un homme âgé aux traits sévères, appuyé sur une canne d'ébène, et la mère, une femme aux cheveux blancs impeccables, vêtue d'un tailleur Chanel. Des frères et sœurs de Laurent étaient déjà là, avec leurs conjoints, formant un cercle fermé autour d'une table ronde dans le grand salon. Des flûtes de champagne scintillaient sur un plateau d'argent, et un notaire, un homme chauve en costume gris, trônait au bout de la table, une mallette ouverte devant lui. L'atmosphère était tendue, imprégnée d'une odeur de vieux bois et de parfums coûteux, avec des regards calculateurs qui glissaient d'un visage à l'autre comme des ombres. « Bienvenue, tout le monde » lança le beau-père d'une voix rauque, marquée par la maladie qui le rongeait depuis des mois. Il s'assit avec difficulté, faisant signe aux autres de l'imiter. Émilie prit place à côté de Laurent, sentant sa main se poser sur son genou, un geste possessif plutôt qu'affectueux. Les enfants s'installèrent de l'autre côté, Antoine pianotant discrètement sur son téléphone sous la table. Le notaire ajusta ses lunettes et commença à lire d'une voix monotone, comme s'il récitait une litanie administrative. Selon le testament provisoire établi par Monsieur et Madame Duval, l'héritage s'élève à environ 1 milliard d'euros, incluant propriétés, actions boursières et divers actifs. Il est à diviser équitablement entre les héritiers directs, mais avec des clauses spécifiques pour assurer la continuité familiale. Un murmure approbateur parcourut la pièce. Émilie écoutait, le cœur battant, se rappelant les contributions qu'elle avait apportées au fil des ans, évaluant la collection d'art des beaux-parents, organisant des dîners pour consolider les liens. Elle se sentait partie intégrante de cette famille, ou du moins l'espérait-elle. Mais soudain, le beau-père leva la main,
interrompant le notaire. Ses yeux, froids et perçants, se posèrent sur elle. Émilie, ma chère, nous avons longuement discuté en famille. Nous pensons que, pour le bien de tous, tu devrais renoncer à ta part. Tu n'es pas de sang, après tout. Cela simplifiera les choses et évitera des complications inutiles. Les mots tombèrent comme un coup près. Émilie sentit un froid glacial l'envahir, son visage pâlissant instantanément. Renoncer ? À sa part ? Elle tourna la tête vers Laurent, cherchant un soutien, mais il hocha simplement la tête, son expression impassible. Oui, Émilie, dit-il d'une voix calme, presque paternelle. C'est mieux pour les enfants. Signe ces papiers de renonciation. Le notaire les a préparés. La pièce sembla se figer. Tous les regards se tournèrent vers elle, les beaux-frères avec une satisfaction à peine voilée, la belle-mère avec une pitié feinte, et même les enfants. Antoine et Sophie acquiescèrent, influencés par les murmures de Laurent ces derniers jours. Antoine, évitant son regard, marmonna. « Maman, fais-le. Papa dit que c'est juste. Ça protège notre avenir. » Sophie, plus hésitante mais suivant le mouvement, ajouta. « Ouais, on en a parlé en famille. C'est pour le bien commun. » Émilie sentit son monde s'effondrer, comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. Humiliée publiquement, elle rougit violemment, les larmes montant aux yeux malgré ses efforts pour les retenir. Comment osait-il ? Son mari, qu'elle avait soutenu pendant 20 ans, la trahissant ainsi devant tous ? Ses enfants, qu'elle avait élevés avec amour, se rangeant contre elle comme des pions manipulés ? Laurent la fixait avec un sourire manipulateur, presque imperceptible, comme s'il savourait son pouvoir absolu sur elle. Intérieurement, un tourbillon d'émotions la submergeait. Comment ose-t-il ? Mon mari, mes enfants, contre moi ? J'ai tout donné pour cette famille, et voilà comment il me remercie ? Ses mains tremblaient en prenant les papiers que le notaire lui tendait. Les lignes dansaient sous ses yeux embués. Clause de renonciation, signature requise. La pièce était silencieuse, oppressante, avec seulement le tic-tac d'une horloge ancienne pour briser le vide. Elle signa en silence, le stylo glissant sur le papier comme une lame sur sa peau. Chaque trait était une capitulation, une humiliation supplémentaire. Une fois fait, elle repoussa les documents, murmurant un « excusez-moi » à peine audible, et se leva abruptement. Les chaises grincèrent, mais personne ne la retint point dehors, la pluie parisienne avait commencé à tomber, fine et insistante, transformant les allées du jardin en miroirs luisants. Émilie marcha d'un pas chancelant vers la voiture, ignorant les gouttes qui ruisselaient sur son visage, se mêlant à ses larmes. Elle s'appuya contre le capot, le corps secoué de sanglots silencieux. Se sentant brisée, trahie par ceux qu'elle aimait le plus, elle revivait la scène en boucle, les regards accusateurs, les mots blessants. L'humiliation était profonde, viscérale, elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, une intruse tolérée mais jamais acceptée. Manipulée émotionnellement depuis des années, elle revoyait des flashbacks douloureux, Laurent critiquant ses choix vestimentaires lors d'un dîner mondain, l'isolant subtilement de ses amis en annulant des invitations, minimisant ses succès professionnels pour affirmer sa domination. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle au vent, sa voix étouffée par la pluie. Elle avait cru en leur mariage, en leur famille unie. Mais maintenant, tout s'effritait. Les enfants, influencés par Laurent, l'avaient abandonnée publiquement. Antoine et Sophie, qu'elle avait bercés, nourris, consolés, se rangeant du côté de leur père comme si elle n'était qu'une pièce interchangeable. Et Laurent ? Son sourire manipulateur hantait ses pensées, révélant une facette qu'elle avait ignorée trop longtemps, un homme assoiffé de contrôle, prêt à la sacrifier pour l'argent. Elle rentra seule, refusant d'attendre Laurent et les enfants. Conduisant sous la pluie battante, les phares des voitures venant en face brouillant sa vision, elle traversa Paris comme un fantôme. La tour Eiffel, illuminée au loin, semblait la narguer avec sa grandeur intouchable. À l'appartement, elle s'effondra sur le canapé, le cœur en miettes. Les lumières de la scène dansaient sur les murs, indifférentes à sa douleur. Elle pleura jusqu'à l'épuisement, sentant une rage sourde naître au milieu du désespoir. Cette humiliation n'était pas seulement une blessure, c'était un réveil. Pour la première fois, elle se demanda si elle pouvait continuer ainsi, piégée dans un mariage toxique. Le soir venu, Laurent rentra avec les enfants, l'air innocent.
Émilie, où étais-tu? On t'a cherché, dit-il, posant son manteau comme si de rien n'était point. Elle leva les yeux, rougie et gonflée. J'avais besoin d'air. Après ce qui s'est passé, il haussa les épaules. C'était nécessaire. Pour la famille. Les enfants évitèrent son regard, se réfugiant dans leur chambre. Émilie resta seule au salon, enveloppée dans une couverture, fixant la nuit parisienne. La pluie martelait les vitres, écho de son tumulte intérieur. Elle repensait aux années perdues, les concessions pour plaire à Laurent, l'isolement progressif. L'héritage n'était qu'un prétexte, la vraie trahison était plus profonde, ancrée dans leur relation inégale. Cette nuit-là, le sommeil la fuyait. Allongée dans le lit vide, Laurent dormant dans le bureau, prétextant du travail, elle revivait les flashbacks, un anniversaire où il l'avait critiqué devant des amis pour son manque d'ambition, une soirée où il avait annulé un voyage pour elle seule, l'isolant de ses soutiens. Je suis une étrangère, pensa-t-elle, les larmes coulant à nouveau. Mais au milieu de la douleur, une étincelle de résolution naissait. L'humiliation publique avait brisé quelque chose en elle, mais peut-être avait-elle aussi libéré une force enfouie. Le lendemain matin, Paris s'éveillait sous un ciel lavé par la pluie. Émilie se leva, le corps endolori, mais l'esprit plus clair. Elle prépara le café mécaniquement, observant Laurent partir au bureau avec un baiser distrait. Les enfants filèrent au lycée sans un mot. Seule, elle s'assit à la fenêtre, contemplant la Seine qui coulait, emportant les débris de la nuit. L'humiliation la rongeait encore, mais elle savait que ce n'était pas la fin. C'était le début d'une remise en question profonde, d'une quête de vérité sur son mariage et sur elle-même. Pourtant, le doute persistait. Avait-elle imaginé la manipulation? Était-ce vraiment une trahison collective? Elle fouilla dans ses souvenirs, cherchant des signes antérieurs. Oui, ils étaient là, les critiques voilées, les décisions unilatérales. Laurent avait tissé une toile subtile, la rendant dépendante. Mais maintenant, avec cette humiliation gravée en elle, elle se jurait de ne plus être une victime passive. Les jours suivants, la pluie cessa, laissant place à un soleil timide. Émilie reprit son travail à l'atelier, mais la scène de la réunion la hantait. Chaque regard croisé dans la rue lui rappelait ceux de la famille. Elle se sentait marquée, brisée, mais aussi, étrangement, plus vivante. La trahison avait ouvert une brèche, et par cette brèche, la lumière de la révolte commençait à filtrer. Les ombres du crépuscule s'allongeaient dans l'appartement, transformant les meubles familiers en silhouettes menaçantes. Émilie referma la porte derrière elle avec un clic sourd, comme si elle scellait un tombeau. La pluie de l'après-midi avait cessé, laissant les vitres embuées d'une humidité froide qui reflétait son état d'âme. Elle traversa le salon sur la pointe des pieds, évitant les miroirs qui renverraient son image défaite, cheveux collés par la pluie, mascara coulant en traînées noires, yeux rougis par les larmes contenues. L'air portait encore l'odeur du dîner de la veille, un rappel ironique de la normalité qu'elle avait perdue en une seule réunion. Seule après l'humiliation publique, elle se sentait comme une naufragée échouée sur les rives de sa propre vie. Elle se dirigea vers sa chambre, ignorant le téléphone qui vibrait dans son sac, probablement Laurent, feignant l'inquiétude pour masquer son triomphe. Ses pas étaient lourds, chaque mouvement une lutte contre l'épuisement émotionnel qui la submergeait. Dans le tiroir secret de sa commode, cachée sous des lingeries oubliées et des bijoux de famille, elle fouilla fébrilement. Ses doigts tremblants effleurèrent des enveloppes jaunies, des photos d'un passé heureux, jusqu'à toucher le papier épais qu'elle cherchait. C'était une copie cachée du vrai testament, confié en secret par son beau-père lors d'une visite solitaire, des mois plus tôt. « Garde ça, Émilie, avait-il murmuré, ses yeux affaiblis par la maladie brillant d'une lucidité surprenante. Tu es la seule loyale ici. Les autres, ils te trahiront pour l'argent. Elle s'assit sur le bord du lit, les ressorts grinçant sous son poids, et déplia le document avec précaution. Les mots dansaient sous ses yeux, mais elle les lut avidement, clause détaillée, signature notariée, et cette phrase implacable qui la désignait comme unique héritière. Tous les propriétés en Provence, les actions en bourse, la collection d'art inestimable lui revenaient. Pas à Laurent, pas à ses frères cupides, pas même aux enfants influencés. Son beau-père avait anticipé la trahison, connaissant trop bien la nature de son fils. Émilie sentit un frisson la parcourir, mélange de choc et d'une étrange euphorie. Comment en suis-je arrivée là,
pensa-t-elle, son monologue intérieur résonnant comme un écho dans le silence de la pièce. Les souvenirs affluaient, implacables. Laurent l'avait toujours fait douter d'elle-même, avec une subtilité qui passait pour de l'amour protecteur. Ses critiques constantes sur ses choix vestimentaires, ça te fait paraître trop artiste, chérie, pas assez sérieuse, ses annulations arbitraires de ses plans professionnels, reste à la maison, les enfants ont besoin de toi, tout cela n'était pas de la sollicitude, mais de la manipulation. Et maintenant, cette humiliation devant tous, orchestrée comme une pièce de théâtre macabre. Même Antoine et Sophie, ses propres enfants, s'étaient alignés contre elle, leurs regards évitants trahissant l'influence de leur père. Ils l'ont suivi comme des moutons, se dit-elle, une amertume acide montant dans sa gorge. Elle se leva, marchant de long en large dans la chambre, les planchers craquant sous ses pas. Les signes étaient là depuis des années, clairs comme le jour maintenant qu'elle osait les voir. Les mensonges sur les finances familiales, Laurent prétendant que leurs économies étaient maigres pour justifier son contrôle sur chaque dépense, alors qu'elle soupçonnait des comptes cachés. Les flirts suspects avec des collègues, ses messages effacés à la hâte sur son téléphone, ses soirées professionnelles qui se prolongeaient jusqu'au petit matin. Et le contrôle sur sa carrière, il avait saboté ses opportunités, la décourageant de postuler à des postes plus ambitieux, la reléguant à un rôle de consultante freelance pour qu'elle reste dépendante. C'était de l'abus émotionnel, réalisa-t-elle, le mot « abus » lui serrant la poitrine comme un étau. Incapable de contenir plus longtemps son tourment, elle attrapa son téléphone et composa le numéro d'une amie d'enfance, Claire, qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Laurent avait subtilement découragé ses amitiés, prétextant qu'elles étaient « trop bohèmes » pour leur vie. La sonnerie retentit, longue et insistante, jusqu'à ce que Claire réponde d'une voix chaleureuse, contrastant avec le froid qui enveloppait Émilie. « Émilie ? Ça fait si longtemps. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air bouleversée. » Les mots jaillirent en un torrent, Émilie racontant la réunion, l'humiliation, les signatures forcées. Claire écouta patiemment, interjectant des « oh mon Dieu » choqués. Puis, d'une voix ferme, « Émilie, il t'a isolée. C'est de l'abus émotionnel. Laurent t'a manipulée pour te garder sous son emprise. Sors de là. Tu mérites mieux. Tu es forte, souviens-toi de la femme que tu étais avant lui. » Émilie pleura, les larmes coulant librement maintenant, mouillant le testament qu'elle tenait toujours. Mais au milieu des sanglots, une étincelle naquit, faible mais tenace, comme une braise sous la cendre. Claire avait raison. Elle n'était pas faible, elle était piégée dans une toile tissée patiemment par Laurent. Elle relut le testament vrai, absorbant chaque mot, tout lui revenait, car son beau-père avait vu clair dans le jeu de son fils. Il savait que Laurent me trahirait pour l'argent, pour le pouvoir, pensa-t-elle, une clarté soudaine illuminant son esprit embrumé. Et la conscientisation grandissait en elle comme une vague montante, balayant les doutes accumulés. Elle n'avait pas été naïve par stupidité, mais par amour, un amour aveugle qui l'avait rendue vulnérable. Maintenant, elle voyait clair, les sourires faux de Laurent, ses promesses vides, ses manipulations pour la garder petite. Elle se sentit vulnérable, exposée comme une plaie ouverte, mais aussi éveillée, vivante d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. La tension dramatique montait en elle, un mélange d'angoisse et d'excitation. Que faire maintenant ? Divorcer ? Réclamer l'héritage ? Les enfants, comment les protéger de cette tempête ? Elle passa la soirée à planifier, assise à son bureau avec un carnet vierge. Des listes émergèrent, contacter un avocat discret, vérifier les comptes bancaires, rassembler des preuves de ses contributions à la famille. Chaque note était un pas vers la liberté, une affirmation de sa force intérieure qui émergeait enfin. Mais les nuits suivantes furent des tourments d'insomnie. Allongée dans le lit conjugal, écoutant le tic-tac de l'horloge, elle revivait les scènes, la table ronde sous les regards accusateurs, la main de Laurent sur son genou comme une chaîne. Des doutes l'assaillaient, et si je me trompe ? Et si c'est moi la fautive ? Mais elle les repoussait, se raccrochant au testament comme à une bouée. Le lendemain, Paris s'éveillait sous un soleil pâle, filtrant à travers les rideaux. Émilie se leva tôt, préparant un café fort pour chasser la fatigue. Laurent était parti au bureau sans un mot, les enfants au lycée. Seule, elle arpenta l'appartement, touchant les objets comme pour les redécouvrir, les tableaux qu'elle avait choisis, les livres d'art empilés sur les étagères. C'est ma vie aussi, pensa-t-elle,
une résolution se formant comme un cristal. Elle appela Claire à nouveau, discutant des étapes pratiques, ouvrir un compte bancaire secret, consulter un thérapeute pour guérir les blessures émotionnelles. À au fil des jours, la conscientisation s'approfondit. Elle repensait à des incidents oubliés, une dispute où Laurent avait jeté ses dossiers d'art par terre, criant qu'ils étaient inutiles, des vacances annulées pour ses affaires urgentes, la laissant seule avec les enfants. Chaque souvenir était une pièce du puzzle, révélant un pattern d'abus. Elle se sentait piégée, oui, mais plus pour longtemps. Une force intérieure émergeait, forgée dans le feu de la trahison. Elle imaginait l'avenir, une galerie d'art à son nom, des voyages solitaires en Italie pour étudier les maîtres, des liens reconstruits avec Antoine et Sophie loin de l'influence toxique de leur père. Pourtant, la vulnérabilité persistait. Des moments de panique la saisissaient, que diraient les enfants? Laurent la laisserait-il partir sans combat? Mais ses doutes nourrissaient sa détermination. Elle cachait le testament dans un coffre-fort loué anonymement, préparant son plan avec une précision qu'elle n'avait jamais appliquée à sa propre vie. La tension dramatique culminait en elle, un orage intérieur prêt à éclater. Paris, dehors, bruissait de vie, les marchés animés, les cafés bondés, les amoureux sur les ponts. Elle marcha le long de la Seine un après-midi, le vent frais chassant ses larmes. « Je ne suis pas faible », se répétait-elle, observant les eaux tumultueuses. « Je suis prête à me battre. » De retour à l'appartement, elle affronta le miroir pour la première fois depuis la réunion. Son reflet lui renvoya une femme changée, les yeux encore hantés, mais avec une lueur nouvelle, une étincelle de rébellion. La conscientisation était complète, elle n'était plus la victime. Elle était la survivante, prête à renverser le jeu. Les nuits d'insomnie se muèrent en veilles productives, où elle esquissait son échappée. Une résolution ferme se formait, confronter Laurent, réclamer ce qui lui revenait, et reconstruire sa vie sur les ruines de la trahison. 3 jours s'étaient écoulés depuis la réunion fatidique, 3 jours d'un silence pesant dans l'appartement surplombant la Seine. Paris, en cette fin d'automne, se parait d'une lumière froide et cristalline qui rendait les contours de la ville plus nets, presque cruels. Émilie avait passé ses journées dans une étrange bulle de calme apparent, elle préparait les repas mécaniquement, accompagnait les enfants au lycée sans un mot superflu, travaillait à son atelier avec une concentration fébrile. Mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Le vrai testament, rangé dans le coffre-fort qu'elle avait loué en secret, brûlait dans son esprit comme une torche. Chaque nuit, elle le relisait à la lueur de sa lampe de chevet, mémorisant les clauses, se répétant qu'elle n'était plus la femme faible qu'on avait humiliée. Aujourd'hui, c'était le jour. Le point de rupture. Laurent rentra plus tôt que d'habitude, vers 17h. Elle l'entendit poser ses clés dans le vide-poche en marbre du hall, le bruit résonnant comme un signal. Il traversa le salon, surpris de la trouver assise au canapé, droite, les mains posées sur ses genoux. Les enfants étaient absents, Antoine chez un ami pour réviser, Sophie à son cours de danse. Émilie avait tout orchestré. Sur la table basse, devant elle, trônait une chemise cartonnée noire, fermée, imposante. Laurent fronça les sourcils, ôtant son manteau. « Tu es là? Tout va bien? Tu as l'air différente. » Elle leva les yeux vers lui. Pour la première fois depuis des années, son regard ne cherchait pas son approbation. Il était froid, déterminé. « Assieds-toi, Laurent. Nous devons parler. » Il hésita, percevant quelque chose d'inhabituel dans sa voix, puis s'installa dans le fauteuil en face d'elle, croisant les jambes avec son assurance habituelle. « Qu'y a-t-il? Tu es encore fâché pour la réunion? C'était nécessaire, je te l'ai dit. Pour les enfants. » Émilie inspira profondément, sentant l'air frais entrer dans ses poumons comme une arme. Elle ouvrit la chemise et en sortit le vrai testament, le posant devant lui avec un geste délibéré. « Laurent, j'ai signé ta renonciation, comme tu me l'as demandé. Devant toute ta famille. Devant nos enfants. Mais j'ai le vrai testament. Ton père m'a tout légué. À moi seul. » Laurent fixa le document, d'abord avec incrédulité, puis avec un rire nerveux qui s'étrangla dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible. Papa n'aurait jamais. » Lis, coupa-t-elle d'une voix ferme, presque métallique. « Lis les clauses. Il savait que tu me trahirais.
Tes mensonges, tes manipulations, tes infidélités, il avait tout vu. Il m'a confié cette copie il y a 6 mois, en me disant que j'étais la seule personne loyale dans cette famille. Le visage de Laurent pâlit progressivement. Ses mains, d'habitude si sûres, tremblèrent légèrement en tournant les pages. Les mots étaient là, noir sur blanc, Émilie Duval, unique héritière universelle. Pas un centime pour lui, pas un pour ses frères, pas même une clause pour les petits-enfants. Il releva la tête, les yeux écarquillés. C'est un faux. Tu l'as fabriqué. Papa était malade, il délirait. Non, répondit-elle calmement, mais avec une intensité qui le fit reculer imperceptiblement. C'est authentique. Notarié. Et je l'ai fait vérifier par un avocat hier. Un silence lourd s'abattit. Dehors, un bateau-mouche passa sur la Seine, ses lumières dansant sur les vitres comme des éclats de rire moqueurs. Laurent tenta de se reprendre, posant une main vers elle, un geste qu'il avait utilisé des centaines de fois pour la ramener dans son orbite. Émilie, chérie, écoute-moi. Si c'est vrai, alors c'est magnifique. Nous allons partager, comme toujours. Toi et moi, ensemble. Pense aux enfants. Mais elle recula vivement, retirant sa main comme si son contact la brûlait. Pour la première fois, elle ne céda pas intérieurement, elle sentit une libération immense, comme si des chaînes invisibles se brisaient une à une. Des années d'humiliation, de concession, de doutes imposés culminaient en ce moment précis. Elle se sentait forte, vivante, enfin maîtresse de son destin. Non, Laurent. C'est fini. Tes trahisons sont terminées. Tu m'as manipulée pendant 20 ans. Tu m'as fait douter de moi, de ma valeur, de mon travail. Tu m'as isolée, contrôlée. Et le summum, tu m'as humiliée devant ta famille entière pour prendre ce qui ne t'appartenait pas. Je pars. Les mots sortirent comme une déflagration. Laurent se leva d'un bond, le visage rouge. Tu pars? Tu ne peux pas. Et les enfants? La maison? L'argent? Tu n'as rien sans moi. J'ai tout, répondit-elle en se levant à son tour, le regardant droit dans les yeux. Sa voix ne tremblait plus. J'ai l'héritage. J'ai ma carrière. Et surtout, j'ai retrouvé ma dignité. À cet instant, la porte d'entrée s'ouvrit. Antoine et Sophie rentrèrent ensemble, riant d'une blague partagée. Ils s'arrêtèrent net en voyant la scène, leurs parents face à face, l'atmosphère électrique, le testament ouvert sur la table. Maman? Papa? Qu'est-ce qui se passe? Demanda Sophie, inquiète. Antoine posa son sac, sentant la tension. On dirait une dispute sérieuse. Émilie se tourna vers eux, le cœur serré mais résolu. Elle ne voulait pas les blesser, mais elle ne pouvait plus mentir. Vos parents se séparent. Votre père nous a tous manipulés pendant des années. Il m'a forcé à renoncer à un héritage qui m'appartient légalement. Grand-père m'a tout laissé, parce qu'il savait que Laurent me trahirait. Les adolescents échangèrent un regard choqué. Sophie porta la main à sa bouche. Antoine secoua la tête. Maman, c'est vrai? Papa? Laurent tenta de reprendre le contrôle, sa voix mielleuse revenant comme un réflexe. Les enfants, votre mère est bouleversée. Elle exagère. Nous allons arranger ça en famille. Mais Émilie l'interrompit. Non. Plus de mensonges. Je choisis ma liberté. Elle monta à l'étage, ouvrit l'armoire et commença à faire ses valises. Les gestes étaient rapides, précis, robes, livres d'art, bijoux personnels, dossiers professionnels. Chaque objet choisi était une affirmation de son identité retrouvée. Laurent la suivit, suppliant maintenant, la voix brisée. Émilie, attends. On peut parler. Je vais changer. Pense à nous. Elle continua, ignorant ses paroles. Dans la chambre, les souvenirs affluaient, leurs nuits de noces, les naissances des enfants, les voyages. Mais ils étaient ternis par les manipulations. Elle referma la première valise avec un claquement sec. En bas, elle appela son avocat depuis son portable, confirmant le dépôt de la demande de divorce et la revendication immédiate de l'héritage. La voix professionnelle de l'homme la rassura. Tout était en ordre, les comptes gelés pour éviter toute fuite de fonds. Les enfants la regardaient, hébétés.
Sophie pleurait doucement. Maman, tu vas où? Dans un hôtel pour ce soir. Ensuite, je trouverai un appartement. Vous pourrez venir me voir quand vous voulez. Je vous aime. Ce n'est pas contre vous. Antoine, plus dur, lança un regard noir à son père. Tu nous as menti, papa? Vraiment? Laurent balbutia, perdant pied. Émilie descendit les escaliers avec ses valises, le dos droit. Sous les cris de Laurent, un mélange de colère et de désespoir, elle ouvrit la porte. L'air frais de Paris l'enveloppa comme une caresse. Elle se retourna une dernière fois. Au revoir, Laurent. Tu as voulu tout prendre. Tu perds tout. Elle sortit, refermant la porte derrière elle. Le couloir de l'immeuble haussmannien, avec son marbre froid et ses moulures anciennes, lui sembla soudain immense. Dans l'ascenseur, seule, elle s'appuya contre la paroi, laissant enfin les larmes couler non pas de tristesse, mais de soulagement. La peur était là, immense, l'avenir incertain, les enfants, la solitude. Mais mélangée à cela, une empowerme qu'elle n'avait jamais connue. Elle était libre. Dehors, la nuit tombait sur Paris. Les lumières des réverbères se reflétaient sur la Seine comme des étoiles captives. Émilie héla un taxi, chargea ses valises. À l'hôtel Lutetia, s'il vous plaît. Assise à l'arrière, regardant la ville défiler, Notre-Dame reconstruite, le Louvre illuminé, les ponts enamourés, elle sentit son cœur battre plus fort. Le point de rupture était franchi. Elle quittait la maison, la situation abusive, les chaînes émotionnelles. Elle renaissait, sous les cris étouffés de Laurent qui résonnaient encore dans sa mémoire. Le taxi s'éloigna. Émilie posa la tête contre la vitre froide, un sourire timide naissant sur ses lèvres. Pour la première fois depuis 20 ans, elle respirait librement. Les semaines suivantes se déroulèrent comme une bataille silencieuse, menée dans les couloirs feutrés des cabinets d'avocats parisiens et les salons anonymes d'hôtels de luxe. Émilie s'était installée au Lutetia, dans une suite lumineuse donnant sur le boulevard Raspail. Les matins, elle ouvrait les rideaux sur Saint-Germain-des-Prés qui s'éveillaient, les terrasses des cafés se remplissant, les librairies levant leurs rideaux de fer, les passants pressés sous un ciel d'hiver gris perle. Chaque jour, elle se sentait un peu plus solide, comme si la ville elle-même l'enveloppait d'une armure invisible. Mais Laurent, lui, n'avait pas renoncé. Le premier assaut vint par téléphone, dès le lendemain de son départ. Émilie était dans la salle de bain de la suite, appliquant un maquillage discret pour une réunion avec son avocat, quand son portable vibra sur le marbre. Le nom, Laurent, s'afficha, et elle hésita avant de décrocher, le cœur battant. Émilie, chérie. Sa voix était mielleuse, tremblante d'une émotion feinte qui lui donna la nausée. J'ai mal dormi. La maison est vide sans toi. Revenons ensemble. Pense aux enfants. Je t'aime. Tout ça n'était qu'un malentendu. Elle serra le téléphone, sentant la colère monter, mais sa voix resta froide. Non, Laurent. Tes trahisons sont finies. L'héritage est à moi, et tu perds tout. Il changea de ton aussitôt, passant à la supplication. Attends. On peut négocier. Une part pour moi, pour les enfants. Je vais changer, je te le jure. Elle raccrocha sans répondre, le corps tremblant. Mais chaque tentative de manipulation la rendait plus résolue, comme si ces mots étaient des coups qui, au lieu de la blesser, forgeaient son armure. Les jours suivants, les messages affluèrent, textos larmoyants à minuit, appels masqués, bouquets de roses livrés à l'hôtel avec des cartes manuscrites, pardonne-moi, je suis perdue sans toi. Elle les jetait sans les lire, mais Laurent passa à la vitesse supérieure. Il contacta les enfants, les manipulant avec une habileté qu'elle connaissait trop bien. Un soir, Sophie l'appela en pleurs depuis l'appartement. Maman, papa dit que tu es folle, que tu inventes tout pour nous punir. Il pleure tout le temps. Il dit qu'on va tout perdre à cause de toi. Aide-moi à le convaincre de revenir à la raison. Émilie sentit son cœur se serrer. Sophie, sa petite fille sensible, prise entre deux feux. Elle inspira profondément. Ma chérie, viens me voir demain. Seule. Je vais tout expliquer. Le lendemain, Sophie arriva au Lutetia, les yeux rougis, emmitouflée dans un manteau trop grand. Elles s'installèrent dans le salon de la suite,
face à la cheminée où crépitait un feu discret. Émilie lui montra le vrai testament, expliqua calmement les manipulations de Laurent, les finances cachées, les infidélités prouvées par des relevés téléphoniques que l'avocat avait obtenus, la manière dont il avait influencé la famille entière pour l'humilier. Sophie écouta, d'abord incrédule, puis horrifiée. Quand Émilie termina, sa fille fondit en larmes et la serra dans ses bras poings. « Maman, je suis désolée. Papa nous a menti. Il nous a dit que tu avais changé, que tu étais devenue égoïste. » Émilie caressa ses cheveux, sentant une vague de soulagement. « Ce n'est pas ta faute. Il est doué pour manipuler. Mais maintenant, tu sais la vérité. » Antoine fut plus difficile. Il refusa d'abord de la voir, envoyant des messages rageurs, « Tu détruis la famille pour de l'argent. » Mais après une semaine, il craqua et vint à l'hôtel un après-midi pluvieux. Plus dur, plus influencé par l'image virile de son père, il écouta les preuves en silence, les mâchoires serrées. Quand Émilie lui montra les échanges de Laurent avec une maîtresse des captures d'écran obtenues légalement, il pâlit point. Il nous a dit que c'était toi qui avais des secrets. Non, mon fils. C'est lui. Antoine partit sans un mot, mais 2 jours plus tard, il revint, les yeux gonflés. Je lui ai parlé. Il a nié, puis il s'est mis en colère. Maman, je te crois. Laurent, sentant le terrain lui échapper, passa à l'offensive publique. Il se rendit chez le notaire familial, contestant la validité du vrai testament, alléguant que son père était sénile au moment de la signature. Mais les preuves étaient solides, examens médicaux récents, témoins présents. L'avocat d'Émilie contre-attaqua avec une rapidité impitoyable. Des éléments nouveaux émergèrent, fraude fiscale mineure commise par Laurent au nom de la société familiale, des retraits suspects sur des comptes communs, des preuves d'infidélité qui, bien que privées, renforçaient le motif de divorce pour faute. Laurent perdit son calme. Un soir, il débarqua au Lutetia, ivre de rage et d'alcool, exigeant de voir Émilie. La réception appela la suite, elle refusa de descendre, mais il fit un scandale dans le hall, criant son nom jusqu'à ce que la sécurité l'escorte dehors. Le lendemain, il perdit son poste au sein de la firme d'investissement. Les associés, informés discrètement par l'avocat d'Émilie des irrégularités, préférèrent se séparer de lui pour éviter un scandale. Ses alliés familiaux, ses frères et beaux-parents prirent leur distance, terrifiés à l'idée de perdre leur propre part dans un éventuel partage équitable. Émilie, de son côté, se fortifiait à chaque assaut. Chaque tentative de manipulation, les promesses, les menaces voilées, les pleurs théâtraux la rendaient plus inébranlable. Elle passait ses journées à organiser sa nouvelle vie, visite d'appartements à Montmartre, rencontre avec des galeristes pour lancer sa propre exposition, séance avec une thérapeute pour panser les blessures émotionnelles. La tension dramatique était à son paroxysme, elle savait que Laurent s'effondrait, mais elle restait debout, droite, le regard fixé sur l'horizon. Un après-midi, dans un café de la place Saint-Sulpice, elle rencontra les 2 enfants ensemble. Antoine et Sophie, désormais convaincus, s'assirent face à elle, l'air grave. Maman, commença Sophie, la voix tremblante, on est désolé. On a cru papa parce qu'il savait toujours tout arranger avec des mots. Antoine hocha la tête. Il nous a manipulés. Comme toi. On veut vivre avec toi une partie du temps. Si tu es d'accord. Émilie sentit les larmes monter, mais cette fois de joie. Elle les serra dans ses bras, là, au milieu des Parisiens indifférents. Bien sûr. Vous êtes ma priorité. Toujours. Laurent tenta une dernière fois, par une lettre longue et larmoyante livrée par coursier. Il avouait tout, les infidélités, les manipulations financières, la cupidité qui l'avait poussé à orchestrer l'humiliation publique. Il suppliait un dernier rendez-vous. Émilie lut la lettre dans sa suite, le feu crépitant à nouveau. Elle la froissa et la jeta dans les flammes, regardant le papier se consumer. Elle n'alla pas au rendez-vous. À la place, elle signa les papiers du divorce et valida le transfert des premiers fonds de l'héritage sur son compte personnel. Laurent, lui, se retrouva face à un avenir sombre, dettes accumulées, réputation ternie, enfant distant. Émilie, renforcée par chaque victoire, marcha ce soir-là le long de la Seine. Le vent froid fouettait son visage, mais elle se sentait invincible. Les lumières des ponts scintillaient sur l'eau noire, et pour la première fois,
elle n'avait plus peur de l'avenir. Laurent avait tout tenté pour la ramener sous son contrôle, chaque échec l'avait rendue plus forte. Elle était debout, seule mais libre. 6 mois avaient passé depuis cette nuit où Émilie avait franchi la porte de l'appartement de la Seine avec ses valises, laissant derrière elle un mariage en ruine et un homme qui s'effondrait. Paris, en ce début d'été, portait une lumière dorée et douce qui rendait les pierres haussmanniennes presque tendres. Émilie habitait désormais un appartement lumineux à Montmartre, au dernier étage d'un immeuble ancien, avec une vue imprenable sur les toits en zinc et le dôme blanc du Sacré-Cœur. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer l'air tiède chargé d'odeurs de pain frais et de jasmin des balcons voisins. Chaque matin, elle se réveillait avec le sentiment d'avoir enfin trouvé sa place dans cette ville qu'elle aimait depuis toujours. Et la galerie qu'elle avait ouverte rue des Abbesses portait son nom en lettres élégantes, Galerie Émilie Duval Art et Lumière. Les murs blancs accueillaient des expositions temporaires d'artistes émergents, mais aussi des pièces de la collection familiale qu'elle avait choisi de montrer au public plutôt que de les enfermer. Les critiques étaient excellentes, les collectionneurs affluaient. L'héritage, une fois les procédures terminées, lui avait offert une liberté financière qu'elle n'avait jamais connue. Elle gérait ses fonds avec prudence et plaisir, investissant dans l'art, dans des voyages courts pour dénicher des talents, dans la vie qu'elle voulait mener. Plus personne ne décidait à sa place. Le divorce avait été prononcé rapidement. Laurent avait tout perdu, l'appartement vendu pour payer ses dettes, son poste dans la firme, le respect de sa famille élargie qui, découvrant peu à peu l'ampleur de ses manipulations, avait pris ses distances. Il vivait désormais dans un petit studio en banlieue, amer et solitaire. Les enfants, après des semaines de confusion et de colère, avaient choisi de passer la majorité de leur temps avec leur mère. Antoine préparait son entrée en école d'art, un choix qui avait surpris tout le monde sauf Émilie, qui avait toujours vu en lui une sensibilité qu'il cachait derrière une façade dure. Sophie, elle, s'épanouissait au lycée, plus confiante, plus curieuse. Ce samedi-là, les enfants étaient venus passer le week-end. L'appartement bruissait de vie, musique douce en fond, odeur de ratatouille mijotant sur la cuisinière à gaz, rire de Sophie qui montrait à son frère des photos de son dernier voyage scolaire à Rome. Émilie, pieds nus sur le parquet ancien, disposait des assiettes colorées sur la grande table en bois récupérée dans une brocante. Elle portait une robe légère en lin beige, les cheveux lâchés, un sourire paisible sur les lèvres. Elle se surprenait parfois à observer son reflet dans les miroirs, la femme fatiguée et hésitante avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de droit, serein, rayonnant. Après le déjeuner, ils descendirent tous les 3 flâner dans Montmartre. Les touristes affluaient autour de la place du Tertre, les artistes croquaient des portraits, les accordéonistes jouaient des valses nostalgiques. Émilie marchait entre ses enfants, un bras passé autour de l'épaule de Sophie, écoutant Antoine raconter ses projets. À un moment, Sophie s'arrêta devant un stand de bijoux artisanaux et murmura : « Maman, je voulais te dire encore une fois que je suis désolée. Pour tout ce qu'on t'a fait subir. On était aveugles. » Émilie s'arrêta, tourna vers elle un regard plein de tendresse. « Vous n'avez rien à vous reprocher. Vous étiez des enfants manipulés par un père qui savait très bien s'y prendre. Ce qui compte, c'est que vous ayez choisi de voir la vérité. Et que vous soyez là, maintenant. » Antoine, d'ordinaire si réservé, ajouta d'une voix basse : « Papa m'a appelé l'autre jour. Il voulait de l'argent. Je lui ai dit non. Il a pleuré. Mais je ne pouvais plus. » Émilie sentit une pointe de tristesse, pas pour Laurent, mais pour l'homme qu'elle avait aimé autrefois, avant qu'il ne se perde dans la cupidité et le contrôle. Elle posa une main sur l'avant-bras de son fils. « Tu as bien fait. Il doit apprendre à vivre avec ses choix. Comme moi j'ai appris à vivre avec les miens. » Ils continuèrent leur promenade jusqu'au parvis du Sacré-Cœur. Assis sur les marches tièdes, ils regardèrent Paris s'étendre à leurs pieds, la tour Eiffel au loin, les toits scintillants, la Seine serpentant comme un ruban d'argent. Émilie ferma les yeux un instant, laissant le soleil caresser son visage. Dans sa tête, un monologue intérieur s'éleva, calme et puissant : « J'ai survécu à l'humiliation, à la trahison la plus profonde. J'ai traversé la peur, la solitude, les nuits où je me demandais si j'allais y arriver. Et je suis là. Libre. Forte. Moi. » Le soir venu, après avoir accompagné les enfants à leur chambre d'amis, Émilie sortit seule sur le petit balcon. La ville bruissait en contrebas,
rire des terrasses, klaxons lointains, musique qui s'échappait d'un bar. Elle croisa les bras sur la rambarde en fer forgé, inspirant l'air chaud de la nuit parisienne. Elle repensait à la femme qu'elle avait été, dépendante, effacée, toujours prête à céder pour maintenir une paix illusoire. Elle avait cru que l'amour signifiait se sacrifier, se diminuer. Laurent avait exploité cela, la manipulant avec une habileté cruelle jusqu'à l'humiliation publique qui avait été le point de non-retour. Mais cette humiliation, paradoxalement, avait été sa salvation. Elle l'avait forcé à voir clair, à fouiller dans ses secrets, à trouver le vrai testament, à oser partir. Chaque étape la confrontation, les tentatives désespérées de Laurent pour la reconquérir, la reconstruction patiente l'avaient rendue plus solide. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de personne. Elle gérait sa fortune, sa galerie, sa vie avec une assurance tranquille. Elle voyageait seule à Venise ou à Amsterdam pour des foires d'art, rencontrait des artistes, des collectionneurs, des amis nouveaux. Elle avait même accepté un dîner avec Marc, un galeriste rencontré lors d'une exposition, un homme respectueux qui la regardait comme une égale, pas comme une possession. Claire, son amie d'enfance retrouvée, passait souvent. Ce soir-là, elle était montée avec une bouteille de Sancerre. Elle s'était installée sur le canapé, face à la vue nocturne. Tu es incroyable, Émilie, dit Claire en levant son verre. Regarde-toi. Tu as transformé la pire trahison en renaissance. Émilie sourit, un vrai sourire, profond et lumineux. J'ai appris à me lever seule. À ne plus attendre que quelqu'un me tende la main. À ne plus avoir peur de prendre toute la place qui m'est due. Elles trinquèrent. Dehors, les lumières de Paris scintillaient comme des milliers d'étoiles tombées sur la ville. Émilie se leva, marcha jusqu'à la fenêtre ouverte. Une brise légère souleva les rideaux blancs. Elle descendit ensuite dans la rue, seule, comme elle aimait le faire parfois. Les pavés de Montmartre luisaient sous les réverbères. Elle marcha jusqu'à la place des Abbesses, s'assit à la terrasse d'un café encore ouvert, commanda un verre de vin rouge. Autour d'elle, la vie pulsait, couples enlacés, groupes d'amis riants, musiciens jouant une chanson de Piaf. Elle observa tout cela avec une sérénité nouvelle. Elle n'était plus spectatrice de sa propre existence. Elle en était l'autrice, la protagoniste, la réalisatrice. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un écrire son histoire à sa place. Plus tard, de retour chez elle, elle s'arrêta sur le balcon une dernière fois. Le Sacré-Cœur illuminé dominait la nuit. Émilie posa les mains sur la rambarde, inspira profondément. Elle pensa à Laurent, quelque part dans sa solitude, à la famille qui avait tenté de l'effacer, aux enfants qui avaient choisi la vérité. Elle ne ressentait ni haine ni pitié. Juste une immense gratitude pour la force qu'elle avait découverte en elle. Elle murmura dans la nuit, « Je suis libre ». Puis elle rentra, ferma la fenêtre, éteignit les lumières. Dans le silence de l'appartement, elle s'endormit avec un sentiment profond de paix. Paris veillait autour d'elle, complice de sa renaissance. La femme humiliée, trahie, manipulée avait disparu. À sa place se tenait Émilie Duval, indépendante, puissante, entière. Et rien, jamais, ne pourrait plus l'éteindre.